Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle conférence en ligne organisée par VK. Aujourd'hui, nous accueillons Charlotte Doucy, EJE diplômée d'État, formatrice en IRTS et elle-même directrice d'un EAJE, qui va nous parler aujourd'hui de la responsabilité du directeur de crèche. Charlotte, bonjour. Bonjour. Avant de vous laisser la parole, quelques petites précisions pour nos auditeurs sur le déroulement de cette session. Au cours de cette webconférence, vous aurez la possibilité de poser vos questions via la fenêtre Questions dans l'interface GoToWebinar qui se trouve sur la droite de votre écran. Charlotte Doucy fera évidemment son possible pour y répondre à l'issue de sa présentation. Restez donc bien connectés une fois la première partie terminée. Si d'aventure d'autres questions vous venaient à l'esprit une fois la conférence terminée, vous pourrez les poser sur le forum de VK à l'adresse www.vk.fr/forum/. Au cours de cette conférence, vous serez également invité à participer puisque la présentation de Charlotte Doucy sera ponctuée de petits sondages. Enfin, nous vous informons que cette conférence donnera lieu à un enregistrement qui sera mis en ligne et dont le lien vous sera envoyé très prochainement. Charlotte, c'est maintenant à vous, je vous laisse la parole. Merci. Bonjour à tous. Alors, le directeur de crèche voit sa responsabilité engagée au quotidien de par sa fonction et ses missions. Pendant cette conférence, nous allons donc revenir sur ce que sont les responsabilités du directeur. L'objectif est que je puisse aborder avec vous les éléments concrets du quotidien qui engagent votre responsabilité. Donc pour cela, on va échanger ensemble sur différents sujets. Déjà revenir sur quelques définitions des responsabilités en elles-mêmes, avec la responsabilité pénale, civile ou administrative, et la responsabilité disciplinaire. On parlera également des responsabilités sécuritaires liées aux locaux, à la sécurité incendie ou encore au matériel. On viendra également sur les responsabilités liées à l'hygiène et aux soins, notamment les traçabilités et les contrôles, et l'aide à la prise des médicaments. Enfin, nous parlerons des responsabilités liées à l'encadrement d'équipe, donc avec la médecine du travail, les formations obligatoires, l'encadrement des enfants et l'affichage obligatoire pour les professionnels. Et puis, nous terminerons sur les responsabilités liées à la famille à travers l'autorité parentale, les personnes autorisées à venir chercher l'enfant et on terminera par le secret professionnel. Alors pour débuter, on va reprendre ensemble quelques définitions, notamment la responsabilité pénale, qu'il s'agit en fait de l'obligation légale qui est faite à une personne reconnue coupable par un tribunal de supporter la peine prévue par la loi correspondant à une infraction. C'est une responsabilité qui est individuelle, puisqu'en effet, nul n'est responsable pénalement que de son propre fait. C'est les articles 121-1 et suivants du Code pénal qui légifèrent cette notion. Le caractère volontaire ou involontaire par imprudence, négligence ou maladresse a un impact sur la sanction qui est prise par le tribunal, qui peut aller soit de l'emprisonnement légal ou alors au niveau d'une amende. La responsabilité pénale, elle est engagée si on est l'auteur direct, mais aussi si on est complice de l'infraction à une loi, un décret ou un règlement. Pour vous donner un exemple, si dans une structure petite enfance, un feu se déclare et fait 2 victimes, une enquête va être lancée et s'il s'avère que le directeur de structure n'a pas fait les vérifications nécessaires et obligatoires ni les exercices incendie, sa responsabilité pénale sera même engagée. La responsabilité civile, elle peut être engagée, elle, pour 2 raisons. La première, en cas d'inexécution d'un contrat, c'est ce qu'on appelle la responsabilité civile contractuelle. Et la deuxième, en cas d'acte volontaire ou non qui cause un dommage à autrui, c'est ce qu'on appelle la responsabilité civile délictuelle. Donc c'est l'article 1382 du Code civil qui aborde ce point-là. Au niveau des dédommagements pour la personne qui a subi le préjudice, ça peut être de 2 manières différentes. Soit une réparation en nature qui consiste à faire disparaître le préjudice, donc ça c'est plus quand c'est une question de matériel qui est en cause. Sinon la réparation elle est par équivalent et donc en dommages et intérêts. La responsabilité administrative, c'est un petit peu différent. Le Code civil ne peut pas s'appliquer aux administrations comme il s'applique aux personnes privées. Donc c'est également une responsabilité qui consiste à réparer un dommage causé à autrui. Simplement, c'est les tribunaux administratifs qui vont intervenir. Et ce qui va être important de savoir pour savoir qui porte la responsabilité, est-ce que c'est l'administration ou est-ce que c'est l'agent, c'est la détermination de la faute. Est-ce qu'il s'agit d'une faute de service ou est-ce qu'il va s'agir d'une faute plus personnelle?
La responsabilité disciplinaire du directeur, elle est double, hein, puisque déjà il porte la sienne, mais qu'il a également un rôle au niveau de son équipe, de par sa fonction de responsable hiérarchique. Donc tout travail professionnel s'inscrit dans un cadre qui appartient à l'institution. De ce cadre découlent les possibilités, les droits, les obligations ou les missions du professionnel. Et par contre, il y a une distinction qui est à faire entre le secteur privé, pour lequel le texte officiel, c'est le règlement intérieur de l'entreprise, et le secteur public, où là, par contre, la responsabilité disciplinaire est régie par les textes et décrets en fonction du statut de l'agent. Donc les sanctions sont différentes selon qu'on travaille dans le privé ou dans le public. Vous pouvez retrouver plus de détails sur ces différentes notions de responsabilité dans l'ouvrage WECA ou sur le site internet de WECA. On passe maintenant aux responsabilités sécuritaires. Alors, au niveau des locaux, c'est la PMI qui donne l'accord avec une commission de sécurité également pour l'ouverture d'une structure d'accueil petite enfance. Et ensuite, il y a une vigilance constante qui est à maintenir sur les locaux. L'accord, il est obtenu à partir du moment où l'établissement y répond aux normes qui sont fixées pour les établissements recevant du public, qui sont appelés des ERP. Les textes qui régissent la sécurité au sein des ERP, ils sont définis dans le Code de la construction et de l'habitat, dans le règlement de sécurité et dans le Code du travail. Donc, ce qui est précisé dans ces textes notamment, c'est que les constructeurs, installateurs et exploitants sont tenus, chacun en ce qui les concerne, de s'assurer que les installations ou équipements sont établis, maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions de la présente réglementation. À cet effet, il faut effectivement procéder pendant la construction et périodiquement en cours d'exploitation aux vérifications nécessaires par les organismes ou personnes agréées dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'Intérieur. Le contrôle exercé par l'administration ou par les commissions de sécurité ne les dégage pas des responsabilités qui leur incombent personnellement. Alors, au niveau de la sécurité des locaux, concrètement, elle peut passer par la vérification quotidienne des éléments du bâtiment, les ouvertures et fermetures des portes, l'état des anti-pince-doigts, des fenêtres, des états du sol, des jeux extérieurs. Ce que peut faire le directeur, c'est établir une traçabilité des éléments qu'il vérifie périodiquement et le faire en collaboration avec quelqu'un d'autre, alors soit son directeur adjoint, soit le coordinateur petite enfance, de manière à ce qu'il y ait une validation et surtout une trace écrite des différents contrôles du bâtiment qui peuvent être effectués pour en attester en cas de difficulté à venir. Ça passe également par les contrats d'entretien avec les organismes extérieurs pour tout ce qui est autour de la maintenance électrique, des moyens de secours, des extincteurs, la mise à jour du registre de sécurité, l'archivage des contrats et documents qui sont liés aux interventions sur le bâtiment, notamment les travaux, les réparations ou les visites périodiques. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des contrôles PMI et des commissions de sécurité qui peuvent avoir lieu et que l'ensemble de ces documents sont à leur présenter. La sécurité incendie, c'est quelque chose qui est très réglementé dans les structures accueillant du public et les règles sont nombreuses. C'est défini dans le règlement de sécurité que j'ai cité juste précédemment. Donc, dans les éléments obligatoires pour la sécurité incendie, il y a déjà un affichage du plan d'établissement qui doit être présent à chaque entrée pour faciliter l'intervention des pompiers. Ce plan, il doit être à une certaine norme qui est réglementée donc, dans ce règlement de sécurité. Il faut également que les consignes, donc la procédure d'évacuation, soit affichée. Que le personnel puisse être formé. Donc là, pensez bien également à faire émarger les professionnels sur ces formations d'évacuation incendie. Dans la même idée, toujours pour garder une trace de la formation que vous avez réalisée et du coup sécuriser votre responsabilité. Il y a des exercices incendie qui sont effectués avec le personnel. Donc ça, c'est précisé dans le Code du travail au niveau de l'article R4227-39. Alors, il précise que c'est au moins tous les 6 mois qu'il faut en effectuer. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les 2 qui sont obligatoires, il y en a un qui doit avoir lieu dans le mois qui suit la réouverture des crèches après la période estivale, donc au mois de septembre. Et à chaque exercice incendie qui est effectué, vous devez consigner les dates et observations dans le registre de sécurité qui peut vous être demandé dans les visites de contrôle.
Ça passe également par les vérifications quotidiennes des blocs d'éclairage et de sécurité par le directeur, avec la mise en place d'un contrat d'entretien régulier, et il en est de même pour les extincteurs, avec aussi une formation à prévoir pour les équipes sur l'utilisation des extincteurs. Alors au niveau du matériel petite enfance, c'est pas toujours simple de conjuguer richesse et créativité pédagogique avec le respect des normes. Pour vous préserver en termes de responsabilité, je vais vous présenter les principales normes qu'il faut respecter. Donc dans un premier temps, respecter les recommandations qui sont indiquées par le fournisseur ou le fabricant. Ça passe déjà par la précision de l'âge ou des modalités d'utilisation de l'objet. Vérifier que les jeux portent bien la norme CE. Interdire les jeux à pile. Interdire les jouets personnels des enfants dans les espaces de vie. Alors notamment tout ce qui a des petites pièces qui sont détachables. Je ne parle pas des doudous, des peluches des enfants, retirer les jeux cassés ou abîmés tout de suite et éviter de les utiliser jusqu'à leur fin de vie parce que ça représente forcément plus de risques. Être vigilant aux objets ou jeux qui sont rangés en hauteur sur des étagères et également sur les meubles qui ne sont pas fixés au mur. Vérifier le placement des tapis aux endroits à risque, donc tous les endroits où les enfants sont susceptibles de grimper, d'escalader et où donc il y a un risque de chute plus important. Et faire réaliser une maintenance des jeux extérieurs ou intérieurs, donc notamment les cabanes, les toboggans, toutes les structures de ce type. Alors effectivement, il y a des projets particuliers qui peuvent amener parfois l'utilisation de matériaux qui ne répondent pas toujours à toutes les normes CE ou pour lesquels on n'a pas toujours de facture puisqu'on peut faire de la récupération aussi. Donc dans ces cas-là, l'idée c'est pas de tout interdire, mais de sécuriser les décisions et les choix pédagogiques qui peuvent être faits en mettant en place des règles de validation de la part du directeur pour la mise à disposition de ce type de matériel, donc que tout soit présenté au directeur avant que ce soit à destination des enfants. On peut organiser également des vérifications systématiques du matériel en nommant un ou plusieurs professionnels responsables de ça, de manière à avoir un réel suivi. Réaliser un système de traçabilité pour contrôler l'état du matériel également. On peut préciser également dans les règles qu'on pose que ce matériel à disposition, ne peut être à disposition que dans le cadre d'un atelier qui est encadré par un professionnel, donc sous la surveillance d'un adulte. Prendre un temps également pour sensibiliser toute l'équipe aux règles de sécurité sur les matériaux et que vous posez pour l'utilisation de ces différents jeux et faire réaliser un émargement de ces temps de sensibilisation à l'équipe. Alors pour clôturer cette partie, on va simplement procéder à un petit sondage. Oui, donc je reprends la parole effectivement pour vous proposer de participer à un premier sondage que je vais lancer dès maintenant. La question qui vous est posée est: avez-vous aujourd'hui des moyens de contrôle effectifs et efficaces pour sécuriser vos responsabilités au niveau sécuritaire? Donc vous pouvez sélectionner une des deux réponses proposées, oui ou non, et Charlotte pourra ensuite réagir en fonction des résultats au sondage. Donc je vous laisse quelques instants supplémentaires pour répondre. Donc vous êtes pour l'instant presque les 3/4 à avoir voté, donc je vous laisse encore quelques instants. On est très très proche, Charlotte, pour l'instant du 50-50. Hein. D'accord. Alors on va clôturer le sondage. Je vous partage les résultats et effectivement on est à 49% de oui contre 51% de non. Donc c'est effectivement vraiment du 50-50. Donc Charlotte, je ne sais pas si vous souhaitez réagir à ce propos. Alors, c'est vrai que c'est pas toujours simple de mettre en place un vrai suivi des moyens de contrôle. Après, c'est vraiment important de pouvoir le faire, et notamment par écrit, ne serait-ce que même procéder à contresigner vos vérifications écrites, parce que tant que tout va bien et qu'il n'y a pas d'accident, effectivement, on peut se dire qu'il n'y a pas de souci et pas de besoin particulier. En revanche, le jour où il y a un problème ou un accident qui se présente, c'est vrai que ça va vous être très utile de pouvoir présenter les différents niveaux de contrôle que vous pouvez mettre en place avec les documents que vous aurez prévus à cet effet. Très bien, merci Charlotte. Je vous laisse poursuivre sur la suite alors. Alors, on passe maintenant aux responsabilités qui sont liées à l'hygiène et aux soins.
Alors, les traçabilités sont nombreuses en structure petite enfance. Dans les réglementations européennes et françaises, elles imposent la mise en place d'un plan de maîtrise sanitaire, donc on appelle PMS pour les structures d'accueil. C'est applicable à partir de 2015. Donc, le PMS, c'est un document qui décrit les mesures prises pour assurer l'hygiène et la sécurité alimentaire des produits, des productions alimentaires. Il comprend tous les documents liés aux pratiques d'hygiène et aux procédures de traçabilité et de gestion des produits. Donc ce PMS, il peut être réalisé soit par le directeur seul, soit par une entreprise spécialisée qui peut justement lui venir en aide. Ce PMS et tous les documents qui y sont liés sont à présenter en cas de contrôle des autorités sanitaires, donc notamment la PMI, la CAF ou la Direction de la prévention et de la protection. Alors, la liste des traçabilités, je vous le disais, elle peut être longue. La liste que je vais vous donner n'est pas exhaustive, il peut y en avoir d'autres. La traçabilité, ça fait suite à un protocole qui est mis en place, qui détermine qui fait quoi, quand et comment. Ça permet de garder une trace de la bonne application du protocole et ça engage à la fois la responsabilité de celui qui la signe, sans pour autant désengager celle du directeur qui reste garant de toute façon de son application et des traçabilités qui sont remplies également. Donc, dans ces différentes traçabilités, on va retrouver l'enregistrement des produits à la livraison, donc notamment avec les informations de date de fabricant, les DLC, les numéros de lot, les températures, la traçabilité des produits servis chaque jour selon le menu avec les étiquettes des produits correspondants, la traçabilité des préparations au moment du service, notamment les températures à prendre au moment des différentes étapes de préparation et du service, les enregistrements de produits alimentaires apportés par les parents pour les protocoles d'accueil individualisés qui peuvent être mis en place dans les crèches, la traçabilité des températures des chambres froides et négatives, et tout ce qui est autour de l'entretien des locaux également. Alors, les traçabilités, je vous l'ai dit, elles peuvent vous être demandées en cas de contrôle. Pour cela, ça veut dire que il faut les archiver. L'archivage, ça répond à une obligation légale de conserver certains documents qui peuvent justement vous être réclamés par les services officiels. Donc pour les produits alimentaires, il y a une note de service de la Direction générale de l'alimentation du 17 août 2005 qui précise les délais de conservation légaux des documents. Donc pour tout ce qui est alimentaire, en général, on va rester sur une conservation de 5 ans à partir de la date de fabrication ou de livraison. Pour les produits périssables avec une date limite de consommation inférieure à 3 mois ou sans date limite, on est sur une durée de 6 mois de conservation. Pour les produits dont la DLUO est supérieure à 5 ans, c'est la durée de la DLUO plus 6 mois supplémentaires. Les autres documents de traçabilité, comme les traçabilités des chambres froides, on va les conserver 1 an ou un peu plus si jamais vous avez des aliments dans votre congélateur qui se conservent plus d'1 an. L'idée, c'est d'avoir les traçabilités sur toute la durée de vie du produit que vous avez dans le frigo. Après, il y a d'autres documents obligatoires, donc simplement pour vos précisions, les dossiers médicaux, on doit les conserver pendant 10 ans et les dossiers d'inscription pendant 3 ans. Je reviens juste sur la fin, pardon. Toutes ces traçabilités, elles prennent de la place puisque c'est de la documentation papier qui est contresignée par les professionnels. Soit on les conserve en version papier, mais souvent, effectivement, dans les crèches, il y a un problème de stockage et de place qui se présente. On peut aussi les conserver sur version informatique à condition de bien sécuriser et de bien sauvegarder sur plusieurs disques durs ou clés USB, puisque ce qui compte, c'est de pouvoir les présenter au service de contrôle. Après, que ce soit sur papier ou sur informatique, ça, c'est pas un problème. Alors, on passe maintenant à la question de l'aide à la prise des médicaments. C'est une question qui, en crèche, est quelque chose qui soulève beaucoup de questionnements. Est-ce qu'on doit accepter de les administrer? Qui peut le faire? Comment on se protège par rapport à cela? Donner des médicaments, ça inquiète et en même temps, c'est légitime puisque ça engage une responsabilité. Alors, pour s'y retrouver, on va reprendre ensemble les textes officiels qui nous permettent de savoir ce qu'il est possible de faire ou non. Ce qu'il faut savoir, c'est que les origines des divergences d'interprétation, elles sont en lien avec 2 documents. L'article L372 du Code de la santé publique qui fait référence à la notion d'exercice illégal de la médecine et des professions paramédicales à pratiquer les actes médicaux. Le deuxième, c'est le décret du 15 mars 1993 qui est relatif aux actes et à l'exercice de la profession d'infirmier.
Donc à partir de ces deux documents-là, effectivement, il y a bon nombre de questions qui en découlent. Donc sur l'aide à la prise des médicaments en structure petite enfance, il y a deux textes sur lesquels on va se baser pour savoir ce qu'on peut faire ou pas. Le premier, c'est la circulaire du 4 juin 1999, qui est relative à la distribution des médicaments. Donc ce texte-là, il précise d'une manière générale, l'aide à la prise de médicaments n'est pas un acte relevant de l'article L372, que je viens de vous citer, mais un acte de la vie courante, lorsque la prise du médicament est laissée par le seul médecin prescripteur à l'initiative d'une personne malade, capable d'accomplir seul ce geste, et lorsque le mode de prise compte tenu de la nature du médicament ne présente pas de difficulté particulière ni ne nécessite un apprentissage. Il apparaît ainsi que la distribution de médicaments dûment prescrits à des personnes empêchées temporairement ou durablement d'accomplir ce geste peut être, dans ce cas, assurée non seulement par l'infirmier, mais par toute personne chargée de l'aide aux actes de la vie courante, suffisamment informée des doses prescrites aux patients concernés et du moment de leur prise. Cette circulaire, elle précise également que le libellé de la prescription médicale va permettre, selon qu'il sera fait référence ou non à la nécessité de l'intervention d'auxiliaires médicaux, de distinguer s'il s'agit ou pas d'actes de la vie courante. Donc ça va être une précision qui sera faite par le médecin sur l'ordonnance directement. Le deuxième document sur lequel on peut se baser, c'est la circulaire du 8 septembre 2003 qui est relative à l'accueil en collectivité des enfants et des adolescents atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue période. Donc ce texte-là s'appuie sur le décret du 1er août 2000, sur la circulaire du 4 juin. Il précise clairement que donc sont concernés les établissements et services d'accueil des jeunes enfants de moins de 6 ans, donc les crèches, haltes-garderies, jardins d'enfants. Il reprécise que ce n'est pas un acte médical, mais une aide à la prise de médicaments, donc un acte de la vie courante. Et il va préciser également que les différents professionnels peuvent y participer, peuvent donner des médicaments. Donc, pourront recevoir des médicaments d'auxiliaires de puériculture, d'assistantes maternelles, d'éducateurs de jeunes enfants ou d'autres professionnels dans le cadre de l'organisation mise en œuvre par le directeur d'établissement. Donc cette organisation, ce n'est autre que les protocoles médicaux qui sont mis en place par la structure. Alors en 2000, il y a eu une question également à laquelle le ministre de la Santé a répondu. Dans cette réponse, il a fait le lien à nouveau avec les établissements d'accueil des jeunes enfants de moins de 6 ans. Il a reprécisé que les auxiliaires de puériculture ou les assistantes maternelles sont considérés comme des tiers qui aident à accomplir les actes de la vie quotidienne. Et il a clairement fait la distinction entre l'aide à la prise du médicament, qui est autorisée dans ces deux circulaires, et l'administration de médicaments qui, là, lui, fait référence à l'article 4 du décret du 25 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier. Donc là encore, dans ce document, on fait la distinction entre les médicaments qui sont un acte de la vie quotidienne et l'administration réelle qui nécessite un savoir-faire d'infirmier ou de puériculteur, et c'est précisé par le médecin au moment de l'ordonnance. En 2009, il y a l'article 313-26 du Code de l'action sociale qui précise que des protocoles de soins sont élaborés avec l'équipe soignante afin que les personnes chargées de l'aide à la prise des médicaments soient informées des doses prescrites et du moment de la prise. Là encore, dans ce texte officiel est repris l'idée d'un acte de la vie quotidienne, de la responsabilité du médecin de préciser justement si on est bien dans un acte de la vie quotidienne ou si il y a besoin d'une infirmière pour administrer le médicament en question. Et ce qui a semé le doute dans beaucoup d'esprits, c'est une question orale qui a été posée au gouvernement le 30 juin 2011, auquel la secrétaire d'État chargée de la santé avait répondu que dans les établissements d'accueil des jeunes enfants de moins de 6 ans, les infirmiers et les puéricultrices peuvent administrer les médicaments aux enfants. Les auxiliaires de puériculture, sous contrôle d'un infirmier ou d'une puéricultrice, peuvent aider les enfants à prendre leurs médicaments, ce qui n'est pas le cas pour d'autres professionnels. Donc, suite à ça, la Fédération française des entreprises de crèches a sollicité le ministère des Affaires sociales de la Santé, qui leur a répondu par un courrier daté du 18 décembre 2012. Alors, ce courrier, il fait référence à une autre circulaire, celle du 27 septembre 2011, relative à la rationalisation des certificats médicaux. Donc là, il est précisé que dans le cas d'un médicament prescrit, lorsque son mode de prise ne présente pas de difficultés particulières, ni ne nécessite d'apprentissage, et lorsque le médecin n'a pas prescrit l'intervention d'un auxiliaire
auxiliaire médical, l'aide à la prise de médicaments est considérée comme un acte de la vie courante. Ainsi, l'autorisation des parents, accompagnée de l'ordonnance médicale prescrivant le traitement, suffit à permettre aux assistantes maternelles d'administrer les médicaments requis aux enfants qu'elles gardent. Donc là encore, l'autorisation, elle est réaffirmée en rajoutant une précision supplémentaire qui est l'autorisation des parents et l'ordonnance pour le traitement. Alors, malgré tout, dans la réalité, les interprétations et les controverses sont encore présentes, d'où l'importance de se mettre en lien et d'organiser des procédures qui soient claires, à la fois avec le médecin d'établissement et avec la PMI dont la structure dépend. Ce qu'il faut retenir, c'est justement que les protocoles médicaux, ils sont établis avec ce médecin d'établissement, et c'est ça qui fixe les modalités d'aide à la prise de médicaments au sein de la structure. De toute façon, ces protocoles doivent être validés par la PMI du département dont la structure dépend. Après, le directeur, il reste garant des modalités d'aide à la prise du médicament, notamment des traçabilités et du respect des protocoles qui sont définis. Et à chaque fois qu'un médicament est administré, il est très important que les professionnels puissent avoir l'autorisation des parents et l'ordonnance, qui sont des éléments obligatoires. Alors, pour clôturer cette partie-là qui fait souvent débat, on va passer à un petit sondage. Oui, effectivement, je prends le relais pour vous proposer un second sondage. Justement sur l'administration des médicaments au sein de votre structure, qui est autorisé à donner les médicaments aux enfants. Cette fois, vous avez la possibilité de sélectionner une ou plusieurs réponses. Vous avez le choix donc entre uniquement l'infirmière et les auxiliaires de puériculture, les catégories 1, EJE, AP, infirmière, tous les professionnels de l'équipe, ou alors aucun traitement n'est donné dans votre structure. Je vous laisse là aussi quelques instants pour répondre et j'en profite, Charlotte, pour vous transmettre une ou deux questions concernant le chapitre que vous venez d'aborder. Oui. Une question sur qu'en est-il pour l'homéopathie? Est-ce qu'il s'agit de la même législation? Alors oui, il s'agit de la même législation puisque de toute façon, à partir du moment où on va donner quelque chose à l'enfant qui s'apparente à un médicament, même si c'est quelque chose qui est à base de plantes, ça rentre sur le même principe. Alors, il faut savoir, est-ce que le médecin est prêt à faire une ordonnance pour l'homéopathie et est-ce que la place de l'homéopathie est réellement à la crèche ou est-ce que ça ne peut pas être administré matin et soir à la maison par la famille? Voilà, si le médecin vous fait une ordonnance et que vous avez l'autorisation des parents et l'ordonnance et que ça répond au protocole qui est mis en place sur votre structure, c'est la même législation. D'accord, très bien. Alors, je ferme le sondage. Et donc, Charlotte, je vous transmets les résultats. Oui. On a 53% qui ont répondu qu'il s'agissait de la catégorie 1. Pour le reste, on est à, un instant, 8% pour uniquement l'infirmière, 13% pour la seconde réponse, l'infirmière et les auxiliaires de puériculture, 53% pour la troisième, donc 32% pour tous les professionnels et seulement 1% pour aucun traitement donné. Donc la majorité va aux catégories 1. Oui. Alors après, là les pratiques elles sont en majorité pour les catégories 1, donc malgré tout vous administrez tous les traitements aux enfants ou en tout cas en grande partie. Après, le fait que les pratiques soient très partagées comme ça, c'est en lien avec les divergences d'interprétation des différents textes légaux qui existent. Le plus important, c'est de bien cadrer les pratiques par des protocoles clairs qui soient validés par le médecin et la PMI. C'est ça qui va vraiment sécuriser la responsabilité du directeur et des professionnels du coup. Très bien. Je vous laisse reprendre la parole, Charlotte. Merci beaucoup. Alors, on passe maintenant aux responsabilités qui sont liées à l'encadrement d'équipe, notamment la médecine du travail. Donc, la réglementation de la médecine du travail, elle s'applique aux entreprises privées, même si les agents publics ont eux aussi un suivi médical. Donc, dans la médecine du travail, ce qu'il faut retenir, c'est que déjà, chaque salarié doit avoir une visite médicale d'embauche qui doit être réalisée avant la fin de la période d'essai. Ensuite, il y a des visites périodiques, au minimum tous les 2 ans, pour s'assurer du maintien de l'aptitude médicale du salarié à son poste de travail.
et des visites de reprise ou de pré-reprise après des périodes de longue absence, notamment des arrêts maladie longue durée, des congés maternité ou parentaux, ou un accident du travail qui est survenu en cours de période. On peut également solliciter des visites intermédiaires en cas de difficultés particulières pour un salarié sur son poste. Il peut solliciter également la médecine du travail. Le médecin du travail, il a un rôle principalement de prévention et de conseil. Et donc, du coup, c'est une personne ressource qui va pouvoir aider aussi les structures et le directeur, notamment dans la réalisation et l'élaboration du document unique d'évaluation des risques. À savoir que le CHSCT, donc qui est le comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail, peut également être un élément ressource pour ce document. Ce document, il recense en fait l'ensemble des risques pour la santé et la sécurité du personnel dans l'établissement de travail. Il s'agit ni plus ni moins d'un inventaire de tous les risques qui sont identifiés et également des mesures qui peuvent être mises en place qui amènent à des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information ou de formation et la mise en place aussi d'une organisation et de moyens adaptés à tout ça. Alors les articles qui précisent les éléments obligatoires du document unique, ce sont les articles L4121-1 et -2 du Code du travail et la circulaire numéro 6 du 18 avril 2002. Alors, le directeur de la structure d'accueil, il a sa responsabilité d'engager aussi vis-à-vis des professionnels de l'équipe. Il se doit de leur donner les moyens de pouvoir faire face, de savoir réagir en fonction des situations rencontrées. Et donc, pour ce faire, il y a des formations qui sont obligatoires à destination de l'équipe. Je vous le disais tout à l'heure, notamment tout ce qu'il y a autour de l'évacuation incendie et de la manipulation du matériel aussi, les gestes d'urgence auprès des enfants, et les protocoles médicaux. Dans des cas problématiques, que ce soit des fautes professionnelles, une plainte d'apparent par exemple ou un accident, il va être vérifié si le directeur a organisé ce qu'il fallait pour prévenir le risque. L'information et la formation des équipes professionnelles, c'est le meilleur moyen de prévenir les risques potentiels qui peuvent survenir et ça participe à la fois à la protection de la responsabilité du directeur, bien sûr, mais aussi des professionnels eux-mêmes qui ont besoin d'être informés aussi sur l'engagement de leurs propres responsabilités. Donc, en dehors des formations obligatoires, peut y avoir des formations supplémentaires aussi qui peuvent être organisées à l'initiative du directeur sur des procédures internes. Donc, ça peut être des formations sur les protocoles de soins, les DRP, le change, les formations sur les protocoles d'hygiène et de traçabilité, les règles de sécurité en crèche, la surveillance des dortoirs, la surveillance du matériel de jeu, les contrôles à effectuer. Et la liste n'est pas exhaustive, ça dépend aussi des fonctionnements et des particularités qui sont propres à chaque structure petite enfance. Ce qui est important, c'est de bien penser à faire émerger les professionnels sur les différentes formations que vous pouvez leur faire, déjà pour attester de cette action d'information et de prévention, parce que ça peut faire partie des choses qu'on vous demande de présenter lors des contrôles, et pour suivre aussi au fur et à mesure des mouvements d'équipe, qui a besoin de la formation, depuis combien de temps elle n'a pas été réalisée. Voilà, ça peut vous permettre d'en réaliser un vrai suivi. Alors, concernant l'encadrement des enfants, il y a bien sûr le respect des taux d'encadrement et des normes légales de manière générale. Donc, au moment de l'ouverture et de la fermeture, les textes prévoient 2 professionnels, dont une catégorie 1 qui est soit une OJE, une AP, une psychomotricienne ou une infirmière. Je précise que c'est pour les structures supérieures à 20 places d'accueil. On est sur un encadrement de 1 pour 5 non-marcheurs, 1 pour 8 marcheurs. Et donc les textes officiels qui réglementent tout ça, c'est le décret du 1er août 2000 et le décret du 7 juin 2010. Néanmoins, en dehors de ces taux d'encadrement légaux, il y a aussi tout ce qui a trait à l'encadrement des enfants dans les pratiques quotidiennes et dans les risques également qu'on peut rencontrer quand on accueille des enfants tous les jours. On peut aussi attirer la vigilance des professionnels sur différents risques, notamment l'alimentation, les risques de brûlure, les régimes alimentaires, l'interdiction d'apport d'aliments extérieurs, sur les vérifications des espaces et du matériel à disposition des enfants, sur la surveillance des dortoirs et du matériel aussi utilisé pour le sommeil, notamment pour les lits bébés, mais pas que, le contrôle des entrées et des sorties de la structure, l'installation des espaces de jeu et de motricité.
Voilà. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que tout ce qui engage la responsabilité du directeur au niveau des enfants engage également celle des professionnels et ça peut être important de le leur rappeler au quotidien. Alors, les professionnels ont des devoirs au quotidien, mais nous aussi, on se doit en tant que directeur de mettre un certain nombre d'éléments à leur disposition, notamment en ce qui concerne l'affichage obligatoire. Donc, les éléments qui sont indispensables dans les structures, c'est déjà un document sur l'établissement avec l'adresse et les horaires d'ouverture, et les coordonnées du médecin du travail, de l'inspecteur du travail et les numéros de secours. Ça va être également le texte sur l'égalité de rémunération et professionnelle entre les femmes et les hommes, le texte contre le harcèlement sexuel et moral, celui relatif à l'interdiction de toute forme de discrimination, l'interdiction de fumer, le règlement intérieur de la structure, l'ordre de départ en vacances, les consignes incendie et le document d'évaluation, le document unique d'évaluation des risques qu'on a cité précédemment, les plannings, les procès-verbaux des instances du personnel et les listes des membres du CHSCT, en sachant que le CHSCT est quelque chose d'obligatoire à partir de seulement 50 salariés. On passe maintenant, pour terminer, aux responsabilités liées à la famille. Alors, l'acte de reconnaissance qui est fait à la naissance de l'enfant établit la filiation et conditionne donc l'exercice de l'autorité parentale. C'est l'article 310-3 du Code civil qui le prévoit. Alors, l'acte de naissance, il permet au directeur d'identifier quelles sont les personnes détenteurs de l'autorité parentale. Donc, au moment de l'inscription, c'est important de demander un acte de naissance qui soit relativement récent et donc, du coup, si possible, de moins de 3 mois. Dessus, vous allez avoir soit 2 parents comme responsables légaux, auquel cas l'autorité parentale est conjointe, soit un seul parent d'identifié, ce qui amène une autorité parentale unique. Ça signifie que si le deuxième parent se présente au sein de la structure d'accueil, on n'est pas autorisé à lui confier son enfant, puisqu'il n'est pas détenteur de l'autorité parentale. En cas de séparation des parents, c'est là où les choses peuvent se compliquer un petit peu pour la structure d'accueil, même si finalement dans l'application et dans les textes officiels en tout cas, c'est relativement simple. Si jamais il n'y a pas de jugement qui est rendu et qu'il y a simplement séparation des parents, l'autorité parentale, elle reste conjointe, pas de changement. Ce qui signifie aussi, et là c'est là où ça se complique, que dans des situations un petit peu plus complexes, un parent n'a pas le droit de priver l'autre parent d'une partie de son autorité parentale. Donc on ne peut pas répondre à la demande de certaines familles qui peuvent vous dire maintenant mais je souhaite que mon conjoint ne puisse plus le récupérer, c'est moi exclusivement qui en ai la garde. Voilà. Faut bien expliquer aux parents que tant qu'on n'a pas de jugement, l'autorité parentale reste conjointe et que légalement, on n'a pas le droit de refuser à l'autre parent de récupérer son enfant. La deuxième situation, donc là il y a un jugement qui est rendu par le juge des affaires familiales. Le jugement il est appliqué au sens strict de ce qui est prévu. Donc dessus, ce qu'on va vérifier, c'est déjà est-ce que l'autorité parentale reste conjointe ou non, ce qui est le cas dans la plupart des jugements de séparation. Et dans ce cas-là, on va appliquer les conditions de droit de visite qui sont prévues dans le jugement. Si le parent chez lequel l'enfant n'a pas sa résidence principale se présente au sein de la structure en dehors des jours et heures autorisés par le jugement, vous ne pouvez pas lui confier son enfant. En revanche, si c'est dans les jours et horaires prévus, dans ce cas-là, il n'y a pas de problématique. Dans certains jugements, il peut y avoir une petite précision qui stipule « sauf meilleur accord des parents ». Dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y a une organisation de droit de visite et de résidence principale, mais que le juge accepte que les parents puissent s'organiser différemment. Dans ce cas-là, c'est possible, à condition pour vous d'avoir un écrit qui stipule l'organisation commune actée par les 2 parents et signée par les 2 parents détenteurs de l'autorité parentale. Les personnes autorisées à venir chercher l'enfant est quelque chose qui mobilise aussi la responsabilité des directeurs et des professionnels. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que seuls les parents détenteurs de l'autorité parentale peuvent autoriser d'autres personnes à venir chercher leur enfant. En général, en début d'année, dans les dossiers d'inscription, les parents remplissent un document qui fait une liste des personnes qu'ils autorisent. Cette liste, elle est à faire signer par les 2 parents détenteurs de l'autorité parentale.
y compris dans les cas de séparation, pour bien vérifier que les deux parents sont bien en accord sur les personnes à qui vous pourrez éventuellement confier leur enfant. Et les conditions pour confier l'enfant à une tierce personne, c'est déjà d'avoir cette autorisation des deux parents signée, que les parents vous donnent l'information le jour J pour vous dire ce soir c'est un tel qui viendra chercher mon enfant, et vérifier l'identité du tiers à qui est confié l'enfant en lien avec la feuille remplie par les parents. Attention cependant à bien vérifier que ce soit un document officiel d'identité, la pièce d'identité, le permis de conduire ou le passeport, et pas un document où notamment il n'y a pas de photo pour vérifier le nom et le visage de la personne. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que même dans les cas exceptionnels, c'est vraiment, vraiment important d'avoir au moins un écrit d'un des deux parents pour le jour J concerné. Pour clôturer cette partie sur l'autorité parentale, on va faire un petit sondage. Tout à fait. Je reprends la parole une fois encore pour un troisième sondage que nous vous proposerons avec Charlotte. La question est rapide, c'est: avez-vous déjà autorisé une tierce personne à venir chercher l'enfant sur demande orale d'un parent? Donc oui ou non, on vous laisse quelques instants pour répondre. Et Charlotte, si vous le voulez bien, pendant ce temps, je vous pose une petite question en rapport direct avec ce que nous venons de voir. Oui, je vous écoute. Est-il nécessaire que la personne qui récupère l'enfant soit majeure? Oui. D'accord, très bien. Du coup, peut-être on peut en faire une deuxième dans ce cas, puisque la réponse était rapide. Cette fois, on revient sur les taux d'encadrement. Quand nous sommes en âge mélangé, donc là on parle des enfants avec des marcheurs et des non-marcheurs, comment est-ce que l'on compte les enfants? Ça c'est une bonne question. Ce qu'il faut vérifier, c'est le nombre total d'enfants présents et refaire un ratio finalement, que ce soit... En fait, les ratios d'encadrement dans les structures, ils sont comptabilisés sur la structure dans son intégralité. Souvent, les professionnels comptent les enfants qu'il y a dans la pièce uniquement, sans compter les professionnels qui sont dans la salle d'à côté. Voilà. Mais le taux d'encadrement d'une structure, en tout cas celui qui est officiel et légal, il se calcule sur l'ensemble de l'établissement. Donc, dans l'établissement, combien on a de bébés, combien on a de grands, et finalement, est-ce que le nombre de professionnels répond à la fois à la réglementation auprès des bébés, est-ce qu'on est suffisamment nombreuses pour les bébés, et à la fois pour les grands, qu'on soit en section mélangée ou pas finalement. D'accord. Et peut-être une toute dernière avant que je clôture le sondage, est-ce que le SMS vaut écrit? Non. D'accord. Le mail, par contre, en vaut un. D'accord. Très bien. Alors, je vais tout de suite fermer le sondage. On est à plus de 80% de participation. Et vous partagez les résultats. Donc, on est à 48% de oui. Donc, oui, les structures ayant autorisé une personne à venir chercher l'enfant sur demande orale. 52% de non. Est-ce que ça vous surprend, Charlotte? Non, c'est plutôt partagé, et du coup, c'est plutôt rassurant aussi. On n'a pas 100% de oui. C'est des situations que le directeur de crèche rencontre fréquemment, finalement, et souvent c'est tentant d'accéder à la demande d'un parent, parce que en général, quand ils demandent ça, c'est qu'ils ont une problématique en particulier, donc on est tenté de les aider pour aussi éviter les heures éventuellement supplémentaires à l'équipe des professionnels. La seule chose, c'est si jamais il y a un accident qui arrive, on ne peut jamais prévoir quelle va être la réaction de l'un ou de l'autre des parents. Et si on n'a aucune trace écrite, c'est vraiment sa responsabilité pleine et entière qui est engagée. Donc, mieux vaut prévenir que guérir. Et effectivement, le mail, maintenant avec les smartphones et toute la logistique qu'on peut avoir à notre disposition, peut au moins servir de trace écrite. Et bien souvent, les parents peuvent en envoyer. Tout à fait. Je vous laisse continuer sur terminer, du coup, peut-être. Merci. Merci. Alors, juste pour terminer ce sujet sur les responsabilités du directeur liées à la famille, on va parler du secret professionnel. Pardon. Donc, les établissements d'accueil du jeune enfant, ils sont sous le contrôle de la PMI, et les paroles échangées en crèche sont réglementées par la législation sur le secret professionnel.
Donc, cette notion, elle implique l'interdiction de révéler ce que les professionnels apprennent dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Les équipes de SJE, elles y sont soumises de par leurs missions et responsabilités qui nous sont confiées par la PMI. Alors, c'est valable pour ce qu'une famille peut confier, mais pour tout ce que le professionnel peut déduire, comprendre ou deviner dans le cadre de son travail au quotidien. Le secret, il porte sur toutes les informations qui peuvent porter atteinte à la vie privée et à l'intimité de la personne, que ce soit par oral, par écrit ou même par informatique. Cela concerne tous les faits et informations ou documents auxquels le professionnel peut avoir accès. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'au niveau des textes légaux, on s'appuie sur la Convention des droits de l'enfant, l'article 16, et le Code civil, l'article 9, et la loi du 17 juillet 1970. Il faut bien avoir en tête et partager aussi avec les équipes de professionnels que cette transgression du secret professionnel, elle est sanctionnée par l'article du Code pénal, le 226.13. Ça peut aller jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Alors l'idée, c'est pas de faire peur à tout le monde, mais c'est simplement d'en avoir conscience que toutes les informations ne peuvent pas s'échanger librement, même entre professionnels de la petite enfance d'une même équipe. En revanche, il y a des situations spécifiques où là, lever le secret est une obligation, notamment pour tout ce qui concerne les crimes et les délits. Donc c'est l'article 226-14 du Code pénal qui le précise. Alors malgré tout, l'accompagnement des enfants et des familles et le travail d'équipe que ça implique oblige à partager des informations et à se parler. Dès lors que des professionnels échangent des informations ensemble, le secret, il devient partagé. Il est partagé entre plusieurs professionnels. Donc ça aussi, c'est réglementé par la loi du 4 mars 2002 qui permet du coup ce partage d'informations aux établissements de santé, mais à 3 conditions: que les professionnels poursuivent le même but, que le partage soit limité à ce qui est réellement nécessaire pour atteindre ce but, et que la personne concernée ait été avertie ou ait donné son accord. Il y a également une circulaire du 21 juin 1996 qui met particulièrement l'accent sur l'autorisation de l'usager et son intérêt au partage de l'information. Donc, l'intérêt et l'objectif d'aborder cette question du secret professionnel en équipe, c'est de se questionner sur la masse d'informations qui peut circuler au sein des structures petite enfance et de se questionner individuellement. Tel parent m'a transmis ça. Est-ce que je dois le transmettre? Qu'est-ce que je transmets de ce qu'on vient de me dire? À qui et dans quel cadre? Dans quel objectif? Et est-ce que ça va apporter quelque chose à l'accompagnement de l'enfant ou de sa famille? Se poser ces questions-là, c'est aussi réfléchir et penser la transmission et l'échange oral dans une question d'équipe, ce qui permet aussi de recentrer les échanges et des fois de se rendre compte qu'on peut ne pas tout échanger. Alors, pour clôturer cette conférence, on va terminer par une petite mise en situation sur le secret professionnel, notamment. Donc, c'est une mère qui transmet une professionnelle à l'accueil du matin qui se sont séparés avec le père de l'enfant accueilli et que c'est une période qui est compliquée pour elle. Elle aborde alors certains sujets qui sont conflictuels avec le père pendant que l'enfant est déjà parti jouer. En parallèle, aucun changement de comportement n'a été observé chez l'enfant ces dernières semaines par les professionnels. Alors, voici le petit sondage. Je le lance tout de suite, voilà. Donc, selon vous, que doit faire cette professionnelle avec ces informations? Est-ce qu'elle doit plutôt les transmettre en réunion d'équipe, les transmettre à son directeur ou plutôt garder ces informations pour elle? Donc là, on vous laisse également quelques instants pour répondre. Vous êtes presque les 3/4 à avoir voté. On vous laisse encore quelques secondes et on va fermer ce sondage. Ce dernier sondage. Alors, pour les résultats, Charlotte, on est à 65% de réponses pour les transmettre au directeur. Ouais. 19% pour les transmettre en réunion d'équipe et 15% de personnes qui, selon elles, doivent garder pour elles ces informations.
Alors effectivement, enfin, c'est normal que les résultats soient aussi partagés. C'est une réflexion qui est aussi, enfin voilà, quelle éthique professionnelle on a chacun et puis quel degré d'importance on met sur une information. On n'a pas le même degré de sensibilité à la chaleur, à la douleur, à la satiété. Ben, c'est pareil dans la gestion de l'importance des informations. Le directeur, il reste garant malgré tout de tout ce qui se passe au sein de la structure et de la qualité d'accueil et d'accompagnement. C'est donc important que la professionnelle, à mon sens, lui en parle, à condition d'avoir simplement transmis ou eu l'accord de cette maman pour dire bah, si vous me l'autorisez, je vais en parler à mon responsable pour qu'on puisse voilà, bien accompagner votre enfant. L'enfant va bien et montre aucun signe de changement de comportement. L'équipe n'a pas forcément besoin du coup d'être encombrée avec ces informations-là, d'autant plus qu'il n'y a pas de jugement au niveau de l'autorité parentale non plus qui a été rendu. Donc les deux parents sont détenteurs de l'autorité parentale et il n'y a pas de changement concret en termes de pratique pour l'équipe. Donc l'équipe n'a pas besoin de toutes ces informations-là. Voilà. Très bien, et bien merci beaucoup Charlotte pour votre présentation. Chers auditeurs, avant de passer à la séance de questions-réponses qui va suivre, et je sais qu'il y a beaucoup de questions en attente, je vous rappelle que si vous souhaitez aller plus loin sur ces problématiques, VK vous propose notamment une base documentaire qui s'appelle Accueil de la petite enfance. Je vais tout de suite vous transmettre le lien si vous souhaitez en savoir plus via la fenêtre de chat. Nous avons également un certain nombre de documentations, de petits livrets concernant toutes ces problématiques autour de la petite enfance et notamment des retours d'expérience sur les modes d'accueil ou un autre sur la sociabilisation dans les modes d'accueil. Et je vous invite enfin à consulter notre dossier spécial de ce mois-ci qui est consacré aux structures d'accueil petite enfance, sur lequel vous retrouverez dans quelques jours le lien vers l'enregistrement de cette webconférence. Alors, on va passer, Charlotte, si vous le voulez bien, à la partie questions-réponses. Donc, comme je vous le disais, les questions sont nombreuses. C'est un sujet qui intéresse énormément et notamment beaucoup de questions autour, évidemment, vous vous en doutiez, je pense, des médicaments et de l'administration des médicaments. Alors, une première question. Lors d'un traitement donné par médecin avec ordonnance à donner le midi à l'enfant, quelle est la responsabilité de la directrice de jeunes enfants et non puéricultrice ou infirmière? Sa responsabilité, c'est que l'ordonnance soit bien appliquée et que le médicament puisse être administré à l'enfant, mais dans le respect des protocoles qui sont mis en place au sein de sa structure. D'accord. Une seconde question, un petit peu plus, on espère que ça ne se passe pas fréquemment. Quelle est la responsabilité de la directrice si un décès venait à se produire dans les locaux de la structure? Oui, on va souhaiter que ça n'arrive pas. En effet. Tout dépend. Alors, dans ces cas-là, il y a une enquête qui va être lancée pour justement vérifier dans quel cadre le décès est survenu. Est-ce que c'est en lien avec une réaction allergique d'un médicament? Est-ce que c'est un autre facteur qui fait que cet enfant est décédé? Je pense que l'enquête va chercher à vérifier est-ce que les protocoles ont été respectés ou pas. J'aurais tendance à dire que si l'ensemble des protocoles ont été respectés et qu'on a appliqué l'ordonnance du médecin dans le respect des protocoles validés par le médecin et la PMI, la responsabilité pénale de la directrice n'est pas engageable. Après, effectivement, je ne suis pas juriste non plus et c'est des situations qui sont en général vraiment complexes et ça dépend tellement de facteurs que vaut mieux prendre conseil auprès de personnes spécialisées dans ces cas-là. Très bien. Toujours sur l'administration des médicaments, est-ce que les titulaires d'un CAP petite enfance peuvent donner les médicaments aux enfants? Alors, ce qui est précisé dans les différents textes, il citait les différents professionnels et également les assistants maternels. Les assistantes maternelles n'ont pas forcément, ont bien souvent des CAP ou des BEP petite enfance ou d'autres diplômes et peuvent être autorisées à administrer des médicaments. Donc, dans les deux documents de référence,
En tout cas, dans l'interprétation qu'on en fait là ensemble, je dirais que oui. Après, à condition que ce soit validé dans les protocoles mis en place par le médecin de la structure et la PMI. Et on avait la même question concernant les EJE. C'est exactement la même chose, notamment alors, les éducateurs de jeunes enfants, leur diplôme est même cité dans le texte, dans la circulaire de... Alors, je ne sais plus si c'est celle de 99 ou celle de 2003, il me semble que c'est la 2003. C'est la seconde qui spécifiait vraiment tous les niveaux de diplôme, mais c'est la même chose. D'accord. Toujours sur, alors pas vraiment sur les médicaments, mais sur le rôle du médecin. N'est-ce pas le rôle du médecin de crèche et non de la PMI de valider les protocoles médicaux? Alors oui, c'est le médecin de crèche qui valide les protocoles médicaux, mais ces protocoles médicaux, ils sont quand même soumis à la PMI. D'accord. Alors, l'aide à la prise de médicaments que vous évoquiez dans votre présentation correspond-elle à la préparation et à l'administration des médicaments ou uniquement à la prise? L'aide, est-ce que vous pouvez me répéter la question? Oui, pas de problème. L'aide à la prise de médicaments Oui. correspond-elle à la préparation et à l'administration des médicaments ou uniquement à leur prise? Alors, je pense que la personne, elle fait référence aux médicaments qui sont à reconstituer. Pour moi, ça rentre dedans aussi. Dès lors que le médecin sur l'ordonnance ne précise pas que ça doit être obligatoirement fait par un auxiliaire médical, donc une infirmière ou autre, c'est laissé sous la responsabilité soit de la famille, soit des professionnels accueillant l'enfant. D'accord. Une question concernant une microcrèche, cette fois qui n'a pas de médecin référent car ça n'est pas obligatoire, donc aucune validation médicale. Et la personne nous dit, c'est moi en tant que référente technique éducatrice de jeunes enfants qui valide. Est-ce juste de faire ainsi? Dois-je finalement appeler la PMI systématiquement? En cas vous pouvez me relire la fin de la question? Est-ce moi systématiquement qui valide? C'est moi en tant que référente technique EJE qui valide. Est-ce juste de faire ainsi? Est-ce que je dois finalement appeler la PMI systématiquement? Alors, ce qui serait bien, c'est de réaliser des la PMI, elle pourra peut-être pas être appelée à chaque ordonnance, mais par contre, ce qu'il faudrait, c'est réaliser un protocole d'aide à l'administration des médicaments qui soit validé par la PMI, justement. Dire, voilà, quand il y a une ordonnance qui se présente, voilà la procédure qui est mise en place en interne. Est-ce que vous validez ce protocole en l'état et est-ce que votre médecin peut donner son avis dessus? D'accord. Une autre question sur cette fois la signature des parents. Doit-on faire signer les parents à chaque médicament apporté en crèche? À chaque ordonnance. D'accord. Le texte, il précise on doit avoir l'autorisation des parents et l'ordonnance. Donc finalement, si on le suit tel que c'est écrit, c'est à chaque ordonnance, il y a une autorisation de la famille. Et si le sirop, donc si un médicament ou un sirop a été ouvert à la maison, est-ce qu'on a le droit de l'administrer? Alors ça va dépendre des règles qui vont être fixées par le médecin de la structure et du protocole. Il y a des protocoles, les pratiques sont assez partagées. Il y a des protocoles qui interdisent d'accepter des médicaments qui sont déjà entamés. Et il y a des protocoles qui autorisent d'utiliser des médicaments entamés à partir du moment où le parent va écrire dessus la date d'ouverture, le nom et le prénom de l'enfant. Et où du coup, voilà, il y aura quand même un suivi. Mais ça c'est autorisé ou non par le protocole de l'établissement. D'accord, très bien. Merci beaucoup. On va changer un petit peu de sujet, abandonner un petit peu les médicaments pour une question sur le personnel. La formation gestes et postures est-elle vraiment obligatoire? Si on ne l'a pas fait, quels sont les risques encourus? Alors, gestes et postures, ça c'est plus pour la prévention. Ce qui est obligatoire, c'est les gestes d'urgence.
Et quand je dis les gestes d'urgence, c'est les gestes de réanimation auprès des enfants. La formation gestes et postures, il faudrait vérifier auprès de la médecine du travail peut-être. J'avoue que moi, je ne crois pas qu'elle soit obligatoire, mais j'aurais tendance à le vérifier auprès de la médecine du travail. D'accord, une information à vérifier donc. Ouais. Un autre sujet également, peut-on faire un atelier cuisine avec les enfants et consommer ce qui a été cuisiné lors de cet atelier? Alors, il y a des pratiques là aussi différentes. Ce qui a été interdit à un moment donné, c'était les œufs, pour le risque que ça représentait en termes de germes, etc. En revanche, il y a des œufs qui existent en boîte. Après, effectivement, ça ne respecte pas forcément les normes d'hygiène HACCP de préparation classique en structure d'accueil petite enfance. Là encore, ça dépend de comment le directeur souhaite engager ou pas sa responsabilité, et on peut solliciter la PMI sur ces questions-là. D'accord. Eh ben, puisqu'on est dans la thématique cuisine, je vais enchaîner sur une question sur la température du frigo. Que faire lorsque la température du frigo est trop élevée? Est-ce qu'il faut tout jeter? Normalement, oui. Oui, normalement, oui. D'accord. Et après, sur les documents de traçabilité, justement, quand les températures sont supérieures, vous allez indiquer que vous vous êtes rendu compte que c'était supérieur, donc l'indiquer, et vous allez préciser les mesures justement que vous avez prises suite à cette température qui n'est plus bonne. Donc les mesures, ça va être à la fois de jeter du coup ce qui ne peut plus être consommé par les enfants, et vous allez peut-être augmenter la puissance du frigo ou l'abaisser, ou enfin voilà, faire le nécessaire, ou solliciter une intervention sur l'appareil, mais du coup dans la traçabilité il y aura les mesures correctives aussi précisées. Très bien. Et alors plus ou moins sur l'alimentation, est-ce qu'on peut donner de l'eau du robinet aux enfants de plus de 1 an? Il n'y a pas de, enfin moi j'ai pas connaissance de textes qui l'interdisent. Après par contre, il faut faire attention. Il y a des tests qui sont effectués sur l'eau, et il faut simplement faire attention aux résultats de ces tests-là pour savoir si on a le droit de l'utiliser auprès des enfants ou pas. Ça va dépendre des secteurs, de là où on est implanté, et de la qualité de l'eau qu'il y a dans les robinets. D'accord. Alors on change de sujet une nouvelle fois, puisque cette fois j'ai une question sur: existe-t-il des documents expliquant la procédure d'évacuation des locaux? Alors, il y a le registre de sécurité qui vous précise les règles et les normes obligatoires à respecter. Après, vous pouvez vous rapprocher de la commission de sécurité pour leur demander un exemplaire d'exemple, mais je n'ai pas de texte précisément en référence, non. D'accord. Concernant cette fois le taux de diplômés, qui est de 40%, on le détermine en ETP ou en personnes diplômées qui encadrent les enfants? Concernant le taux de diplômés de 40%, ouais. Est-ce qu'on le détermine en ETP ou en personnes diplômées qui encadrent les enfants? Alors, en fait, c'est deux choses différentes parce que les ETP, c'est les équivalents temps plein, et c'est le nombre de personnes en temps plein, donc auprès des enfants. Et il y a un autre taux qui est celui justement des catégories 1, donc c'est deux taux différents. D'accord. Et le taux des catégories 1, on le calcule en nombre de personnes diplômées. Alors, j'enchaîne sur la question suivante. Doit-on informer les parents lorsque l'on pratique un exercice incendie? Est-ce qu'on est dans l'obligation de le faire? Alors, il n'y a rien d'écrit qui précise qu'on est obligé de le faire ou pas. Après, ça fait partie de la journée, de la réalité de la journée de l'enfant, et ça peut faire partie des choses qu'on transmet du coup à la famille le soir, parce qu'il peut le raconter lui-même quand il a un certain âge, ou faire référence à la sonnerie qui sonne assez fort. Enfin, voilà, ça peut être une information qu'on partage, et ça peut aussi être quelque chose qui va être rassurant pour les parents, parce que du coup, ils voient qu'on s'organise et qu'on met en place des procédures qui sont en lien avec la sécurité de leurs enfants. Tout à fait.
Euh, une question sur les gâteaux. Peut-on accepter les gâteaux faits par les parents pour les partager avec les enfants? C'est comme la cuisine. Dans la crèche, ça va dépendre de la responsabilité que souhaite mettre ou pas le directeur là-dedans. Normalement, tout apport alimentaire de l'extérieur n'est pas autorisé puisqu'on ne peut pas réaliser de traçabilité dessus. Tout à l'heure, je vous parlais du PMS avec les traçabilités à réception, les étiquettes à conserver, etc. Tout ce qui est servi aux enfants, normalement, doit pouvoir être tracé. Et là, en l'occurrence, tous les produits dont se sont servis les parents pour la confection du gâteau et comment il a été confectionné, ça ne peut pas être tracé par la structure, du coup. Donc, de base, ça ne répond pas aux normes de préparation alimentaire classique. Après, là encore, est-ce que la PMI, en fonction des départements, est-ce que la PMI peut accepter un allègement à ce niveau-là, plus de souplesse, ou est-ce que le directeur est prêt à engager sa responsabilité là-dedans en faisant confiance aussi aux familles qui ne vont pas en soi forcément empoisonner leurs enfants et ceux des autres. A priori, non. Mais malgré tout, ça ne respecte pas les normes de base prévues. D'accord. Et qu'en est-il pour le lait maternel? J'ai une question. Est-ce qu'on peut l'accepter? Puisque là, il n'y a pas a priori de problème de préparation. Mais qu'est-ce qu'il en est pour ce... Alors, le lait maternel, est-ce qu'on peut l'accepter? Oui, et même on le doit, parce que dans le décret, dans les décrets de petite enfance des structures, c'est important qu'on puisse favoriser la poursuite de l'allaitement maternel. Il doit même y avoir des espaces prévus à cet effet dans les structures petite enfance. Après, par contre, il faut mettre en place un protocole de recueil et de transport du lait et de conservation après dans la structure. C'est plus sur le maintien en température, comment c'est mis dans les biberons, etc., que là, va y avoir un protocole précis pour pouvoir l'accepter. Alors, je reviens un petit peu sur les médicaments, puisque j'ai de nouveau plusieurs questions sur le sujet. Si l'ordonnance est incomplète ou le médicament incomplet, par exemple s'il manque la pipette ou la cuillère ou ce genre de choses, est-ce qu'il faut le refuser? Alors ça, les textes, ils n'en parlent pas, bien sûr. Moi, j'aurais tendance à dire que oui, puisque vous n'avez pas l'entièreté du médicament sous sa forme originelle. C'est-à-dire que si on vous remplace la pipette par celui du médicament B qui est à côté, c'est pas forcément le même grammage, la même posologie. Donc, ça engage quand même sa responsabilité de donner un médicament. Et quand on donne le médicament, on doit avoir lu la notice et savoir comment il se donne. Si on s'aperçoit qu'il nous manque un des éléments, eh ben, on n'a pas tous les éléments requis pour pouvoir l'administrer, donc on ne peut pas le donner. Et c'est pareil pour l'ordonnance. S'il manque des éléments, si vous ne savez pas combien de kilos faut donner, etc., ça c'est la responsabilité du médecin. Il est bien précisé dans les textes qu'on a autorisation à partir du moment où le mode de prise et la quantité et le moment de la prise est bien précisé et clair pour le professionnel. Donc là, vous n'avez pas tous les éléments, vous pouvez refuser l'ordonnance. D'accord. Alors, le temps passe malheureusement très très vite. On a énormément de questions. Malheureusement, il va falloir mettre un terme à notre webconférence. Donc, je vous propose de faire peut-être deux dernières questions. Et ensuite, pour tous ceux qui n'auraient pas eu les réponses malheureusement à leurs questions, je vous rappelle que vous pourrez les poser sur le forum VK dans la thématique action sociale. Donc, deux dernières questions. Les médicaments doivent-ils avoir déjà été donnés au moins une fois à l'enfant par rapport à une éventuelle réaction allergique? Ça, c'est plus au médecin c'est la responsabilité plus du médecin. C'est compliqué. Je pense pas qu'on puisse vérifier réellement est-ce que l'enfant a déjà eu ce médicament ou pas avant de le donner. Après, souvent, il y a aussi des protocoles en cas de réaction allergique dans les protocoles médicaux des structures. Qu'est-ce qu'on fait en cas de réaction allergique? C'est un risque potentiel pour tous les médicaments, que ce soit le parent qui donne ou la crèche. Ça me paraît compliqué de devoir le vérifier et de le demander aux parents systématiquement. Et normalement, c'est aussi au médecin de suivre les allergies potentielles. Après, ça peut survenir à n'importe quel moment. Et je pense que suffit d'appliquer le protocole en cas de réaction d'allergique dans ces cas-là. Très bien, on va passer à la dernière question. Les parents ou les stagiaires peuvent-ils être comptabilisés pour l'encadrement? Non.
On compte que les professionnels petite enfance. Les stagiaires ne sont pas des professionnels diplômés, ils sont en cours de formation et les parents ne sont responsables que de leur propre enfant. D'accord, très bien. Alors, merci beaucoup Charlotte pour tous ces éléments de réponse. Encore une fois, je suis désolée pour les personnes qui n'auraient pas eu le temps de poser leurs questions. N'hésitez pas à venir sur le forum VK, www.vk.fr/forum/ dans la rubrique Action sociale et vous obtiendrez certainement des réponses soit de Charlotte, soit de vos confrères. Et je vous rappelle également que cette webconférence a été enregistrée, pardon, et le lien vous sera transféré, vous sera